Et si je te disais qu'Hendrix avait pactisé avec le diable? Salut mes petits riffologues, bienvenue dans Riffologie Culte, l'émission où l'on dissèque les riffs les plus mémorables de l'histoire de la guitare. Aujourd'hui, on analyse des voluptes violettes planantes. Mais non, pas Smoke on the Water. Souviens-toi, on l'a déjà faite. Non, on va parler de l'archétype du guitariste pour le commun des mortels. Jimi Hendrix et son titre Purple Haze. Prêt? Alors, affûtez vos médiators, musclez vos petits doigts, ouvrez grand vos oreilles. Ça va riffer. Fin 1966, Londres est une cocotte minute. Le British Blues Boom a déjà mis le feu aux poudres. Et le blues n'est plus seulement une tradition. C'est un moteur de modernité. Dans ce décor, Cream fait partie des groupes qui musclent le blues. Plus de volume, plus d'impact, riff plus lourd et une ambition d'improvisation quasi jazz dans l'électricité. À New York, Jimmy survit en jouant dans les clubs, jusqu'à la rencontre décisive avec Chas Chandler, ex-Animals, qui voit en lui du potentiel et décide de l'emmener en Angleterre. Chandler devient immédiatement plus qu'un manager. Il encadre la direction artistique, le studio, les choix des singles. Bref, il structure la fusée au moment où elle décolle. Le trio prend forme à Londres et l'ascension est éclair. Le groupe fait ses débuts sur 45 tours avec Hey Joe Stone Free, publié au Royaume-Uni le 16 décembre 1966. Le 29 janvier 1967, Hendrix joue au Savile Theatre à Londres, soirée où il partage l'affiche avec The Who. Cette période est exactement celle où tout le monde, dans le milieu londonien, commence à réaliser qu'il se passe quelque chose de neuf. Jack Bruce, bassiste de Cream, raconte avoir été marqué par Hendrix ce soir-là et être rentré chez lui avec l'électricité encore dans l'oreille. Pendant que Hey Joe commence à grimper dans les charts, le Jimi Hendrix Experience ne ralentit pas. Au contraire, le groupe enchaîne les sessions studio, presque fébrilement. Et puis arrive une date charnière, le 11 janvier 1967. Ce jour-là, le studio devient un véritable laboratoire sonore. Le trio attaque plusieurs titres d'un coup, dont Purple Haze. L'ambiance n'est pas à la répétition sage. Hendrix arrive avec des idées brutes, parfois fragmentaires. Des sons, des riffs, des intuitions. Et c'est là que Chas Chandler joue un rôle décisif. Il ne freine pas Hendrix, il canalise. Hendrix expérimente, Chandler cadre, coupe, resserre. Il transforme une matière encore instable en morceaux, capable de tenir sur un single. Ce 11 janvier 1967, Purple Haze n'est pas encore un mythe. C'est une expérience en cours. Mais tout est déjà là. La tension, l'électricité et cette sensation très nette qu'on est en train de fabriquer quelque chose qui n'existait pas avant. Mars 1967. Cette fois, il ne s'agit plus d'essais en studio. Il ne s'agit plus de rumeurs dans les clubs. Le disque sort le 17 mars 1967. Purple Haze est officiellement publié au Royaume-Uni en face A, accompagné de 51st Anniversary sur le label Track Record. Et là, Londres comprend. Ce morceau n'est pas un single comme les autres. Il est plus tendu, plus agressif, plus dérangeant. Pour un groupe aussi récent, le succès est immédiat. Purple Haze grimpe jusqu'à la 3e place des charts britanniques. 3e, pas dans l'underground, pas dans une niche psychédélique.
dans le classement général. Et à ce moment précis, Hendrix n'est plus une curiosité de scène. Il n'est plus le guitariste incroyable dont tout le monde parle. Il devient un phénomène populaire. Et surtout, quelque chose est clair pour toute la scène londonienne. La guitare électrique vient de franchir un seuil. Février 1967. À Londres, tout le monde parle de Jimi Hendrix. Mais il y a une validation qui compte plus que les autres. Paul McCartney. À ce moment précis, McCartney n'est pas seulement un musicien célèbre. Il est un baromètre. Quand Paul écoute quelque chose, l'Angleterre écoute après. Dans une chronique publiée dans Melody Maker, McCartney cite Purple Haze parmi les disques les plus excitants du moment. Il ne parle pas de mode, il ne parle pas de gimmick psychédélique, il parle d'un choc musical. Et ce détail est fondamental. McCartney soutient Purple Haze avant même que le single ne soit pleinement installé dans les charts. Autrement dit, il reconnaît l'importance du morceau avant que l'histoire ne l'ait validé. Quand un Beatles te soutient en 1967, ce n'est pas un coup de com', c'est un signal envoyé à toute la scène britannique. Il se passe quelque chose ici, et vous devriez écouter. Ce soutien public fait entrer Hendrix dans une autre dimension. Il n'est plus seulement le guitariste incroyable des clubs londoniens. Il devient un événement culturel majeur. Et c'est là que Purple Haze bascule définitivement. Ce n'est plus seulement un riff étrange, ni une chanson tendue et dissonante. C'est le morceau qui annonce que la guitare électrique vient de changer de statut. Quand Paul McCartney valide Purple Haze, ce n'est pas Hendrix qui entre dans l'histoire. C'est l'histoire qui vient de changer de direction. Purple Haze n'est pas né d'une impro. Il est né d'un rêve. Jimi Hendrix explique que l'idée lui est venue après une nuit agitée. Dans cet état étrange entre le sommeil et l'éveil, où les images ne sont pas encore des mots. À cette période, Hendrix lit beaucoup de science-fiction. Il est fasciné par ces récits où la réalité se déforme, où la perception vacille, où le monde n'obéit plus aux règles habituelles. Parmi ces lectures, on cite souvent Night of a Light de Philip Joseph Farmer, un roman où apparaît une brume violette, une Purple Haze, qui altère la conscience et brouille la frontière entre le réel et l'imaginaire. Ce qui est important ici, ce n'est pas de savoir si Hendrix adapte une histoire précise, c'est de comprendre son état mental. Purple Haze n'est pas un récit logique, c'est une sensation. On ne sait pas si le narrateur est heureux ou malheureux. On ne sait pas s'il monte ou s'il chute. On sait seulement qu'il est désorienté. Et cette confusion n'est pas accidentelle. Elle est voulue. À l'origine, Hendrix écrit un texte plus long, plus étrange, plus proche du flux de pensée que de la chanson pop. Mais son manager et producteur, Chas Chandler, intervient. Il comprend la force du morceau, mais aussi ses limites commerciales. Chandler demande alors des coupes, pas pour trahir l'idée, mais pour la concentrer. Résultat, Purple Haze devient un rêve compressé, un fragment, une vision abrupte. On n'explique pas le rêve, on le traverse. Et c'est exactement ce que fait la chanson. Purple Haze ne raconte pas une histoire psychédélique. Il place l'auditeur dans un état instable, flottant, tendu, comme au réveil, quand on ne sait pas encore si ce qu'on a vu était réel ou s'il a déjà disparu. Quand on parle de Purple Haze, on parle souvent de génie. Mais le génie ici passe aussi par du matériel très précis. Contrairement à la légende, Hendrix ne joue pas sur une usine à gaz. Il joue sur peu d'éléments, mais poussés hors de leur zone de confort. Jimi Hendrix joue principalement sur une Fender Stratocaster du milieu des années 60. Mais ce qui compte, ce n'est pas seulement le modèle. Hendrix est gaucher. Mais elles sont rares, souvent sur commande,
peu disponible, surtout à Londres, au milieu des années 60. Alors Hendrix fait autrement. Il prend des Stratocasters de droitier et il les retourne. Au départ, c'est une solution pratique, mais très vite, ça devient un choix sonore. Parce qu'une Strat montée à l'envers ne se contente pas d'inverser les cordes. Elle modifie la physique même de l'instrument. Les cordes graves deviennent plus longues derrière le sillet. Elles gagnent en tension, en fermeté et en attaque. Les cordes aiguës, au contraire, deviennent plus courtes, plus souples. Elles se plient plus facilement, vibrent autrement. Résultat, des basses plus tendues, plus sèches, des aigus plus expressifs, presque élastiques. Ce n'est pas un gimmick visuel, ce n'est pas une contrainte subie. C'est une décision qui façonne le son avant même les pédales, avant même l'ampli. Le son d'Hendrix commence là, dans une Stratocaster de droitier, jouée à l'envers et assumée comme telle. Au cœur du son de Purple Haze, il y a une fuse très particulière, la Dallas Arbiter Fuzz Face, équipée de transistors au germanium. Ce n'est pas une fuse confortable, ce n'est pas une fuse qui lisse, c'est une fuse instable, capricieuse. Au début de la production n'est pas homogène et le caractère du son est très changeant d'une pédale à l'autre. Hendrix en achète donc plusieurs pour trouver celle qui lui convient le mieux. Elle réagit à tout, à l'attaque du médiator, à la pression des doigts et surtout au volume de la guitare. Avec une fuse face, il n'y a pas de position sécurisée. Tu montes le volume, le son se déchaîne. Tu le baisses légèrement et la fuse s'ouvre, s'éclaircit, respire. Rien n'est figé. Et c'est d'ailleurs exactement ce que fait Hendrix sur le morceau. Le volume de la guitare est souvent baissé autour de 7 ou 8. Et c'est là que tout se joue. La fuse n'est pas là pour masquer le jeu. Elle ne cache rien, au contraire. Elle exagère chaque intention. La moindre nuance devient audible. La moindre hésitation aussi. Dans Purple Haze, la fuzz n'est pas un effet. C'est un amplificateur d'intention. Et c'est pour ça que ce son est si vivant, si tendu, si électrique. Hendrix utilise aussi un autre outil devenu mythique, l'Octavia, conçu spécialement pour lui par Roger Meyer, ingénieur électronique britannique capable de traduire les intuitions musicales d'Hendrix en véritable machine sonore. Mais il faut être très clair sur un point. L'Octavia n'est pas au cœur du riff de Purple Haze. Elle ne sert pas à construire la base du morceau. Son rôle est tout autre. L'Octavia intervient par touche. Sur certaines phrases aiguës, dans des passages plus solistes, là où Hendrix cherche une couleur presque irréelle. Quand elle apparaît, le son change immédiatement. Une octave supérieure surgit, saturée, instable, avec un caractère presque synthétique, presque extraterrestre. Mais c'est justement parce qu'elle est rarement utilisée qu'elle frappe autant. Hendrix ne s'en sert pas en continu. Il la garde comme une arme expressive, un moyen de faire basculer le son dans une autre dimension, le temps de quelques notes. Et ce point-là n'est pas une interprétation. Il est confirmé par Roger Meyer lui-même dans plusieurs interviews données dans Sound and Sound et Guitar Player dans les années 90. L'Octavia n'est donc pas le moteur de Purple Haze. C'est un accent, un éclair sonore utilisé au bon moment. Pour amplifier sa guitare, Hendrix s'appuie d'abord sur des Marshall JTM 45, puis très rapidement sur des Marshall Superlead 100 watts. Et là, un point est fondamental, le volume est très élevé. L'ampli n'est jamais vraiment propre, il est déjà au bord de la saturation, parfois même au-delà. La fuse n'arrive donc pas sur un son neutre, elle pousse un ampli déjà en train de craquer. Ce n'est pas un son propre distordu, c'est une surcharge contrôlée. À ce moment-là, Hendrix ne cherche pas à dompter l'ampli. Il accepte ce qu'il produit quand on le pousse trop fort.
Et c'est là que la différence se fait. Avant lui, Eric Clapton utilise déjà le TM 45, mais son approche reste maîtrisée, contenue, presque respectueuse de l'équilibre. Hendrix, lui, va plus loin. Il accepte le feedback, il le provoque, et surtout, il l'intègre au langage musical. Le Larsen n'est plus un accident, ce n'est plus quelque chose qu'on subit. C'est une matière sonore qu'on apprend à contrôler, à modeler, à faire chanter. À ce moment précis, l'ampli cesse d'être un simple outil. Il devient une extension de l'instrument. Purple Haze n'est pas le produit d'un arsenal. C'est le produit d'un équilibre fragile entre une guitare, une fuse, un ampli trop fort et un musicien qui accepte que le son lui échappe un peu. Ce jour-là, la guitare électrique a cessé d'être un instrument sage. Elle est devenue un phénomène physique. S'il ne devait rester qu'une seule chose de Purple Haze, ce serait ce riff. Ce riff n'est pas une démonstration, ce n'est pas un motif virtuose, c'est une déclaration. Dès les premières notes de Purple Haze, Jimi Hendrix pose une règle simple. La guitare ne va pas rassurer, elle va déranger. Sur le papier, le riff est presque pauvre. Quelques notes, une cellule courte, répétée, insistante, mais l'intervalle central change tout. Hendrix introduit un triton, l'intervalle historiquement appelé Diabolus in Musica. Un son instable, tendu, qui refuse la résolution naturelle. Ce n'est pas une erreur, c'est le moteur du morceau. Et pour comprendre ce que ce triton implique, on va remonter le temps. Le triton, on l'appelle l'intervalle du diable. Mais la réalité est plus intéressante que la légende. Le triton, c'est un intervalle de 3 tons, donc 6 demi-tons. Sur un piano moderne, c'est exactement la moitié de l'octave. Un équilibre parfait, mais un équilibre instable, parce que l'oreille ne sait pas de quel côté il veut tomber. Et ça, c'est le point de départ de son histoire. Le triton n'est pas maléfique, il est inconfortable. Quand on parle du triton au Moyen-Âge, il faut oublier une chose tout de suite. Le diable. À cette époque, la musique n'est pas pensée comme un art abstrait. C'est un outil pratique. Il faut que ça chante. Il faut que ça se transmette. Il faut que ça tienne debout, même sans instrument. Les moines chantent à l'unisson, puis à plusieurs voix. Ils cherchent la stabilité, la continuité, la justesse. Et là, un intervalle pose problème. Pas parce qu'il est mal, mais parce qu'il est difficile. Le triton, par exemple, entre fa et si, est compliqué à chanter juste. L'oreille hésite, la voix glisse, la ligne perd son équilibre. Dans un chant modal, ça suffit à tout fragiliser. Alors non, on ne l'interdit pas, on l'évite intelligemment. Et pour comprendre comment on fait ça, il faut parler d'un personnage clé, Guido d'Arezzo. Guido d'Arezzo, c'est un moine et théoricien du XIe siècle. Un type fondamental, parce que c'est lui qui pose les bases de la notation musicale occidentale telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Les lignes, les hauteurs, la manière d'apprendre à chanter juste, sans tout mémoriser à l'oreille. Pour organiser le chant, Guido met en place un système pratique, le système des hexacordes, 6 notes, pas plus, et surtout une logique pensée pour éviter les zones instables. Dans ce cadre-là, quand une tension apparaît, notamment celle du triton, on ne la confronte pas de face, on change de cadre, on mute d'un hexacorde à l'autre pour contourner le problème. Ce n'est pas de la censure, c'est de la gestion musicale. Dans cette logique pédagogique apparaît une règle mémotechnique, transmise de maître à élève, mi contre fa. Car au Moyen-Âge, on chante à voix nue, souvent à plusieurs. Le plus grand danger, ce n'est pas la fausse note spectaculaire,
c'est la petite instabilité qui fait que tout le chœur dérive. Alors on simplifie le système. On enlève une note, le si. Pourquoi ? Parce que le si crée un demi-ton supplémentaire difficile à maîtriser. Résultat, on travaille avec 6 notes, un hexacorde. Un seul demi-ton devient plus gérable pour le chant. Et on obtient un ensemble plus stable. Et dans ce cadre, on transmet une règle simple, mi contre fa. Ça ne veut pas dire que c'est interdit. Ça veut dire attention, là tu mets en danger l'équilibre du chant. Le triton n'est pas un démon, c'est une instabilité que ce système ne sait pas gérer. Pas une menace, pas une malédiction, un avertissement pratique. Personne ne parle de péché, personne ne parle de diable. On parle de chanter juste, de garder une ligne stable dans un système modal où tout repose sur l'oreille humaine. Le triton n'est pas interdit moral, c'est un problème technique. Et c'est seulement plus tard qu'on lui inventera une réputation. Je simplifie volontairement parce que le sujet est immense. Si l'histoire du triton et de la notation musicale t'intrigue, on pourra se faire un épisode dédié. Dis-le-moi en commentaire. À ce stade, une question se pose. Si le triton dérange autant, où est passé le diable ? Parce que dans l'imaginaire collectif, l'histoire est simple. Au Moyen-Âge, l'Église aurait interdit le triton, l'aurait qualifié de diabolus in musica et aurait banni ce son jugé démoniaque. Sauf que quand on ouvre les archives, le diable n'est pas là. Vous n'avez pas entendu un truc ? Bon, bref. Les grands traités médiévaux parlent de chant, de mode, de justesse, de conduite des voix. Mais le mot diabolus, il est introuvable. Pas dans Guido d'Arezzo, pas dans les grands théoriciens du chant médiéval, pas dans les manuscrits qui fondent réellement la théorie musicale de l'époque. Alors d'où vient cette histoire ? La vérité est plus subtile et plus tardive. Ce lien explicite entre le triton et le diable apparaît bien après le Moyen-Âge. À l'époque moderne, au début du XVIIIe siècle, par exemple, des théoriciens comme Andreas Werkmeister évoquent le triton comme une dissonance délicate, dangereuse à manier, et utilisent parfois un vocabulaire imagé, presque théâtral. Un peu plus tard, Johann Joseph Fuchs, dans son traité de contrepoint, reprend cette idée d'un intervalle problématique, à manier avec précaution. Mais attention, ce n'est pas dans un interdit religieux. On est dans une pédagogie par la métaphore. Le diable ici n'est pas une figure théologique. C'est une image, une manière de dire « ce son est instable. Il peut ruiner ton équilibre harmonique si tu ne sais pas quoi en faire. » Autrement dit, le triton est bien surveillé très tôt, oui, mais pour des raisons musicales. L'idée d'un diabolus in musica médiéval, interdit par l'Église, est une construction tardive, un raccourci, un mythe séduisant. À la Renaissance, quelque chose change profondément. La musique devient plus riche, plus dense, plus humaine. Les voix se croisent, s'entrelacent, la polyphonie prend de l'ampleur. Et avec elle, les problèmes aussi. Plus il y a de voix, plus il y a de frottements possibles. Plus les intervalles délicats apparaissent. Le triton ne disparaît pas, au contraire, il devient inévitable. Mais au lieu de l'interdire, les musiciens font autre chose. Ils apprennent à le gérer. C'est là qu'apparaît une pratique fascinante, à mi-chemin entre la règle et l'instinct. La musica ficta. À cette époque, les partitions ne disent pas tout. Beaucoup de choses sont laissées à l'oreille du chanteur, à l'expérience du maître de chapelle. Alors, quand une ligne devient trop âpre, quand deux voix créent une tension trop violente, on ajuste. On ajoute un dièse,
ou un bémol, sans l'écrire. Pas pour tricher, pour chanter mieux. Ces altérations invisibles permettent d'arrondir les lignes, de lisser les cadences, et très souvent d'éviter un triton trop brutal entre deux voix. Le triton ici n'est ni interdit, ni célébré, il est anticipé. On le contourne, on le transforme, on l'absorbe dans le mouvement général. Il devient un problème de conduite des voix, pas une faute morale. Et c'est une étape clé dans son histoire. Le triton cesse d'être une menace isolée. Il devient une variable, quelque chose qu'on peut modeler, si on sait ce qu'on fait. La musique gagne alors en souplesse, en expressivité, en liberté contrôlée. Et sans le savoir, la Renaissance prépare déjà le terrain pour ce qui viendra ensuite. Et là, tout change. Avec le baroque, la musique occidentale se réorganise autour d'une nouvelle idée, la tonalité. On ne pense plus seulement en mode, on pense en point d'arrivée, en centre de gravité. La musique commence à raconter une histoire claire. On s'éloigne, on crée de la tension et on revient à la maison. Et au cœur de ce nouveau langage, un intervalle jusque-là suspect devient soudain indispensable. Le triton. Dans l'accord de septième de dominante, cet accord qui annonce que quelque chose va se résoudre, il y a un détail fondamental. Entre la tierce et la septième se cache un triton. Et ce triton a un comportement fascinant. Il ne tient pas en place. Il appelle une suite. Il demande une résolution. Quand tu l'entends, ton oreille sait instinctivement que ce n'est pas fini, que quelque chose doit arriver. C'est là que le triton cesse d'être un problème et devient un ressort dramatique. On ne cherche plus à l'éviter, on le fabrique volontairement. On crée une tension précise, calibrée, juste pour le plaisir de la relâcher. La musique baroque, puis classique, transforme le triton en moteur narratif. Il devient l'instant où tout vacille, juste avant que l'équilibre ne revienne. À partir de ce moment-là, le triton n'est plus une erreur qu'on corrige. C'est une promesse. La promesse que la musique va avancer, qu'elle va te tirer en avant et te ramener exactement là où elle veut t'emmener. Pendant des siècles, ce sera la règle du jeu. Tension, résolution. Et c'est précisément cette règle que certains plus tard décideront de ne plus respecter. Au XXe siècle, la musique ne veut plus seulement résoudre, elle veut circuler. Avec le jazz, quelque chose change radicalement. On ne se contente plus d'aller d'un point A à un point B. On cherche des chemins, des détours, des glissements. Et dans ce nouveau terrain de jeu, le triton trouve enfin un rôle inattendu. Il devient un outil de navigation. Les musiciens de jazz observent une chose essentielle. Dans un accord de dominante, les notes les plus importantes ne sont pas la fondamentale, mais la tierce et la septième. Ce sont elles qui portent la tension, ce sont elles qui donnent la direction. Et là, révélation. Deux accords de dominante séparés par un triton partagent exactement ces notes-là. Simplement inversées. Autrement dit, tu peux changer l'accord, changer la basse, changer la couleur, sans perdre la tension. C'est la substitution tritonique. Un tour de passe-passe harmonique génial. La musique continue d'avancer, mais elle emprunte un autre itinéraire. La basse descend chromatiquement, les accords glissent, tout devient plus fluide, plus moderne, plus élégant. Dans le jazz, le triton n'est plus un problème, il devient une clé, un moyen de contourner les règles sans les casser, de surprendre sans perdre le fil. Des musiciens comme Charlie Parker utilisent ces substitutions comme on utilise une carte routière secrète pour aller plus vite, ou simplement pour le plaisir du détour. Et c'est là que le symbole s'inverse complètement. Pendant des siècles, le triton était ce qu'on craignait, ce qu'on évitait, ce qu'on corrigeait. Dans le jazz,
le diable devient un GPS harmonique. Il ne te dit plus attention danger, il te dit par ici, c'est plus intéressant. Suivez-moi, suivez-moi. Le paradis, c'est par là. Après le jazz, on pourrait croire que tout a été exploré. Le triton est compris, utilisé, dompté. Dans la musique classique, le triton est une tension qui appelle une résolution. Dans le jazz, il devient un outil de déplacement, un moyen d'aller ailleurs, de contourner, de glisser. Mais dans tous les cas, il sert toujours à quelque chose d'autre. Il mène quelque part. Et puis, Hendrix arrive. Et avec Purple Haze, quelque chose bascule. Hendrix connaît ce langage. Il a grandi dans le blues. Il a écouté le jazz. Il comprend la tension, la couleur, l'instabilité. Mais il fait un geste radical. Il ne se demande plus comment résoudre le triton. Il se demande ce qui se passe si on ne le résout pas du tout. Alors il fait l'inverse de toute l'histoire précédente. Il met la tension au centre. Il la répète. Il la fait durer. Le triton ne sert plus de passage, il devient un état. Dans Purple Haze, il n'annonce pas une arrivée. Il n'indique pas un chemin. Il ne promet aucune résolution. Il est là et il reste. Et c'est précisément pour ça que ce riff est une claque historique. Parce que pour la première fois à cette échelle, la dissonance n'est plus un problème à régler. Ni un détour élégant, ni une tension provisoire. Elle devient une identité sonore. Hendrix ne joue pas mal, il joue contre l'attente. Il ose laisser vivre ce que des siècles de musique avaient appris à corriger. Ce n'est donc pas l'intervalle interdit, c'est l'intervalle qu'on ose enfin ne plus excuser. Au cœur du riff apparaît l'accord Mi7 dièse 9, ni vraiment majeur, ni vraiment mineur. Pourquoi ? Parce qu'il contient les deux à la fois. Dans cet accord, on trouve la tierce majeure, sol dièse, couleur majeure, et la tierce mineure, sol, couleur mineure, via le dièse 9. Deux identités opposées dans le même accord. Résultat, le cerveau ne peut pas trancher. C'est un accord ambigu, déjà présent dans le blues et le jazz, où l'on joue en permanence avec la friction entre majeur et mineur, mais jamais utilisé de manière aussi frontale dans un riff rock. Hendrix ne s'en sert pas comme d'une couleur passagère, il en fait le point d'ancrage du morceau. Résultat, le riff ne retombe jamais, la tension reste permanente, l'auditeur reste en suspens, parce qu'harmoniquement, l'accord refuse de choisir. Et c'est exactement ce tiraillement entre lumière et obscurité, entre blues et rock, entre majeur et mineur, qui donne à Purple Haze cette sensation d'électricité permanente. Écoute-moi le vieux, ça sonne mieux comme ça. Hein? Avant d'aller plus loin, je te rappelle que tu trouveras le GP, les tabs et les backing tracks sur mon site drfredmrlad.com. Tu trouveras le lien en description. Tout commence par la basse. La basse joue mi. Et elle insiste. C'est elle qui fixe le sol. C'est elle qui dit à l'auditeur « On est en mi ». La tonalité est posée par le bas de manière physique, presque corporelle. Et c'est justement parce que ce centre est solide que Hendrix peut se permettre ce qu'il fait ensuite. Au-dessus de ce mi, parfaitement stable, il introduit si bémol. Pas n'importe quelle note, la plus éloignée possible de mi, un triton. Ce si bémol n'est pas là pour créer un accord. Il est là pour perturber l'oreille, sans jamais remettre en cause le centre tonal. Hendrix veut la tension, mais il ne veut pas changer de monde. Il fissure l'équilibre, sans le faire s'effondrer.
Puis vient le moment où il revient à Mi. Mais attention, il ne revient pas à un Mi-7 classique. Parce que Mi-7, ça marche. C'est du blues. C'est connu. C'est déjà entendu. Dans Mi-7, le triton est là. Oui. Mais il reste académique. Alors Hendrix choisit autre chose. Il choisit Mi-7 Jazz 9, un accord qui accepte la contradiction. À l'intérieur, il y a la tierce majeure et la tierce mineure en même temps. Deux identités qui coexistent sans hiérarchie, sans résolution. Là où Mi-7 reste un langage, Mi-7 Jazz 9 devient un état psychologique. Et soudain, tout devient clair. Le si bémol de l'intro et l'accord Mi-7 Jazz 9 ne sont pas la même chose, mais ils racontent la même idée. D'abord la tension brute, ensuite la tension assumée. Hendrix ne cherche pas à résoudre, il cherche à habiter l'instabilité. Et c'est exactement pour ça que Purple Haze ne sonne ni comme du blues traditionnel, ni comme du rock classique. Ça sonne comme un monde où l'équilibre existe, mais n'est plus jamais confortable. Regardons maintenant comment ce riff est construit. Concrètement, on est centré sur Mi. La basse reste sur Mi en pédale tout le temps. Le riff, lui, est construit avec les notes de la pentatonique mineure de Mi. Mi, Sol, La, Si, Ré. Le premier motif, c'est Si, Ré, Sol, La. Si, Ré et Sol, ce sont exactement les notes de la triade de Sol. Ce n'est pas un arpège au sens académique, mais ça évoque clairement l'accord de Sol, sans le jouer. Le La qui arrive derrière sert juste à relancer le mouvement. Ensuite, on enchaîne avec Sol, Ré, Mi. Là, on entend clairement Mi et Ré, donc la tonique et la septième mineure de Mi. Même sans accord, la fonction Mi7 est déjà suggérée. Un peu plus loin dans le gimmick, on a Sol, La, Mi, Sol. Ces notes correspondent aux notes structurelles de la 7. La, Mi et Sol. Encore une fois, ce n'est pas un arpège propre, mais ce sont les notes cibles de l'accord. Ce qui est important, c'est ça. Hendrix ne joue pas les accords, il joue les notes des accords en ligne. Le riff fait donc entendre successivement les couleurs de Sol, de Mi7 puis de La7, avant même que ces accords apparaissent réellement dans le morceau. Quand les accords Mi7 Jazz 9, Sol et La arrivent ensuite, l'oreille les connaît déjà. Elle les a entendus à l'état de fragment, dans le riff. C'est pour ça que tout paraît logique, alors que le riff reste tendu et instable. Donc, on va commencer ici, à la 6e case de l'accord de Mi. Et on va jouer son octave sur la corde de Ré. On attaque sur la 7e case de la corde de Ré et on va glisser jusqu'à la 9e. Ensuite, la 7e case de la corde de Sol, la 8e case de la corde de Si et on va sur la 7e case de la corde de Ré. Ensuite, on attaque la 5e case de la corde de Ré. La 5e case de la corde de La et la corde de Mi à vide. Ce qui nous donne et là, juste ensuite, on va faire un petit glissé jusqu'à la 7e case. Donc, ensemble, ça fait... On prend le même gimmick qu'au début.
Là, on refait un glissé. Ici, on va attaquer sur la 5e case de la corde de Ré. La 7e case de la corde de Ré. On va bender. Et on revient sur la corde de Ré. À la 5e case. Ce qui nous donne... Donc on reste sur la 5e case de la corde de Ré. La vide, Mi à vide. La 3e case de la corde de Mi. Et après on enchaîne sur le glissé de la 5e case de la corde de La à la 7e case de la corde de La. Là c'est le même gimmick que tout à l'heure, sauf que tout de suite en descendant, on va glisser sur la 7e case. Et on finit en revenant sur la 5e case et en relâchant pour avoir la corde de Ré à vide. Ensuite, sur la corde de Mi, on va frapper la 12e case et on va faire un glissé remontant. À partir de là, on attaque les accords. Donc, on a notre fameux Mi 7 dièse 9. Ici, qui joue 7e case de la corde de La. Ici, on va positionner sur la 6e case de la corde de Ré. Ici, on va mettre sur la corde de Sol à la 7e case et à la 8e case de la corde de Si. Le deuxième accord, ce sera un Sol. Ici, on va utiliser son pouce pour bloquer la 3e case de la corde de Mi. Jimi Hendrix le faisait souvent, mais il faut dire que lui avait de très longs doigts. Donc, on pose son pouce ici pour bloquer, et ici on fait la petite triade. Et donc, on a notre accord ici. 5, 4, 3. Corde de Ré, corde de Sol, corde de Si. Et la corde de La, la même position, décalée d'un ton. Donc, on a notre Mi 7 dièse 9, Sol. Et la subtilité qu'on va avoir sur ce dernier accord, c'est qu'on va faire un petit gimmick avec le petit doigt ici, sur la corde de Si, à la 7e case.
Hendrix n'a pas pactisé avec le diable. Il l'a apprivoisé. Avec Purple Haze, la guitare électrique cesse d'être sage. Elle devient un phénomène physique, un état, une tension permanente. Ce riff ne cherche pas à plaire. Il annonce un changement. Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Parce que parfois, dans l'histoire de la musique, ce ne sont pas ceux qui résolvent les tensions, mais ceux qui osent les laisser ouvertes qui changent la direction.